sur mon portable parce que c'est bizarre, le Wi-Fi de Nalanda est très faible. Ça marche impeccable. Donc ça a l'air de marcher, ouais. Super. Et donc la dernière fois, on avait parlé des deux vérités, vous vous souvenez? Oui, ça fait un moment qu'on en pose. Oui, ça fait un moment qu'on parle des deux vérités selon les quatre écoles. Et là, on a parlé surtout des deux vérités prasangika, ouais. Oui. Et on avait vu qu'il y avait deux façons de les définir. Il y avait la conception et la perception. Oui. Ouais. Oui. Très bien. Et donc, on avait vu que par la compréhension conceptuelle, c'était les phénomènes qui sont observés par une cognition valide conventionnelle sont des vérités conventionnelles. Et les phénomènes qui sont observés, qui sont observés tout à fait par une cognition valide ultime, ce sont les vérités ultimes. Donc, c'est intéressant parce qu'on parle quand même d'observation. Ouais. D'observation. Or, la vérité ultime n'a pas d'existence ultime. Voilà, exactement. La vérité ultime n'a pas du tout d'existence ultime. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a vraiment deux sens du mot ultime. Et donc, ça, on l'avait déjà vu, ces deux sens du mot ultime, par Thupten Jinpa dans Self, Reality and Reason, donc on ne va pas en reparler. Et en effet, c'est intéressant. Et il y a aussi la division des deux vérités selon la perception directe. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique ça, donc on est à la page 183. Oui, très bien. Ouais, c'est ça? Oui. Ok. Et donc, il dit, passons maintenant à la seconde définition des deux vérités, définition qui est faite du point de vue de la perception directe des deux vérités. Ok. Ensuite, il dit l'objet est perçu par une perception sans dualité. C'est cet objet qui est perçu par une perception sans dualité est la vérité ultime. Et donc, sans apparence dualiste. Nous, on avait parlé pendant le programme, on avait parlé d'apparence dualiste, et donc c'est similaire ici. Ok. Cette définition vaut aussi bien pour les svatantrika que pour les prasangika. Là, ça pose question. Là, ça pose question parce qu'il semble que parmi les svatantrika, il y ait les yogachara svatantrika, vous savez. Oui. Oui. Et donc, si on dit que une vérité ultime est définie comme étant ce qui est observé en l'absence d'apparence dualiste, Ça ne marche pas, puisque sauf apparence dualiste de toute façon. et ils vont Ah, dire pour eux, que, alors oui, ils ont des apparences dualistes conventionnelles, mais si toutes leurs consciences conventionnelles ne sont pas associées à une apparence dualiste. Toutes leurs consciences conventionnelles ne sont pas associées à une apparence dualiste. Ah bon? Oui, parce que parmi les svatantrika, il y a les yogacharas svatantrika, et Oui. il semble, d'après certaines doxographies, que les yogacharas svatantrika acceptent l'autocognition. Et l'autocognition, comme vous le savez, ça appréhende la conscience de manière non dualiste. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, les consciences qui sont appréhendées par les autocognitions chez les yogacharas, ce seraient des vérités ultimes, parce qu'il n'y a pas d'apparence dualiste. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, c'est là où ça peut poser question. Il faudrait peut-être raffiner la définition. Là, c'est une définition un peu grossière qui s'applique surtout aux Sautrantika Swatantrika qui n'acceptent pas l'autocognition et les Prasangika qui ne l'acceptent pas non plus. Ouais. Donc, ça joue, ouais. Très bien. Très, très bien. OK. Et donc, il dit en effet la définition précédente aussi d'ailleurs, c'est-à-dire que les définitions qu'il avait données par rapport aux vérités conventionnelles qui sont observées par des consciences conventionnelles, etc., il dit ça joue aussi pour les swatantrika et les prasangika. Très bien. La seule différence dans cette définition citée précédemment était la limite que l'on peut établir entre investigation conventionnelle et investigation ultime. C'est bien sûr une différence importante. Bah oui, parce que les Swatantrika et les Prasangika ne s'entendent pas sur ce que veut dire analyse conventionnelle et analyse ultime. Vous vous souvenez, quand les Swatantrika cherchent la table, est-ce qu'ils... Eh ben, ils trouvent 50% Oui, de caractéristiques. exactement. Ils vont dire que la table, on doit la trouver. Si on ne la trouve pas à l'issue d'une recherche, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc on doit la trouver, c'est-à-dire qu'on doit la trouver dans ses parties, ouais, dans la collection de ses parties, etc. Ouais. Et donc les Swatantrika disent c'est encore une recherche conventionnelle. D'accord. Et les Prasangika disent vous êtes déjà dans une recherche ultime. D'accord. Ouais. Donc parce que les Prasangika, pour eux, la recherche conventionnelle, c'est où j'ai mis ma table. Oui, à table, oui. Ouais. Où est la table? Ouais, exactement.
Donc, c'est là où il y a un petit glissement entre ces deux écoles, c'est que les Swatantrika vont chercher la table, pas uniquement dans la pièce, mais aussi dans ses parties, et vont la trouver. Ouais. Les Prasangika disent, vous êtes déjà dans une recherche ultime. Ouais. Donc, c'est là où il y a un glissement entre ces deux écoles déjà. Bien sûr, il y en a plusieurs autres, hein. OK. OK. Donc, c'est bien sûr une différence importante. Pour le reste, tout l'appareillage que nous avons mis en route marche aussi bien chez les Swatantrika que chez les Prasangika. Donc, c'est-à-dire ces définitions de vérité, etc. Les Prasangika incluent dans l'analyse ultime des types d'investigation que les Swatantrika n'incluent pas, car pour eux, cela reste du domaine conventionnel. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Voilà. Très bien, exactement. Revenons à la seconde définition. Elle est expliquée dans un passage du Bodhisattva Charyavatara, du Bodhisattva Shantideva, qui dit qu'il y a deux vérités, la vérité conventionnelle et la vérité ultime, et que l'ultime n'est pas l'objet de l'esprit, car l'esprit est accepté comme conventionnel. Oui. Donc ça, on en a l'habitude, on a étudié le chapitre 9, etc., où on est en train, et en effet, il y a tout à fait ça. Selon l'interprétation Gelugpa, cela ne veut pas dire que la vacuité n'est objet d'aucune conscience. Oui, parce que certains ont essayé, il y en a qui ont essayé de prendre cette affirmation du Bodhisattva Shantideva de manière littérale. Comme quoi, la vacuité n'est pas du tout n'est pas du tout un objet de conscience. Mm. Et donc, elle est inconnaissable. Mm. Et donc, c'est d'où l'apophatisme de Ngloden Sherpa en particulier, ce grand traducteur du temps de Joe Atisha, qui disait la vacuité n'est pas un objet de l'esprit, non seulement parce que si on devait l'observer par une conscience ultime, ça voudrait dire qu'elle aurait une existence ultime. Ouais. Mais puisqu'elle n'a pas d'existence ultime, on ne peut pas l'observer à l'issue l'observer par une cognition valide ultime. Et en plus, ce que dit Shantideva, donc ça c'est la preuve scripturale, Shantideva dit la vacuité n'est pas un objet de l'esprit car l'esprit est conventionnel. Oui. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Ça veut dire que il y a quelque chose d'intéressant chez les Gelugpa. Ils vont dire que, vous vous souvenez, la base de division des deux vérités, c'était quoi? La base de division des deux vérités, c'est l'objet. On va dire l'objet, en effet, l'objet égale connaissable. Ouais. Connaissable. Ouais, exactement. Ça veut dire que tous les connaissables, nécessairement, doivent entrer dans l'un ou l'autre des deux tiroirs, vérité conventionnelle ou vérité ultime. Ouais. Oui. Ça veut dire que si c'est inconnaissable, c'est nécessairement soit une vérité conventionnelle, soit une vérité ultime. Ouais. Ok. Et donc, ça veut dire que la vérité ultime est inconnaissable. On peut la connaître. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui, ça me parle. Ouais, très bien. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en effet, la base de division des deux vérités chez les Gelugpa, c'est en effet les connaissables. Ça veut dire que si c'est un existant, c'est nécessairement un connaissable, il doit être connu, il est l'objet d'une conscience. Et donc, c'est-à-dire que ça doit être soit une vérité conventionnelle, soit une vérité ultime. Ça veut dire qu'une vérité conventionnelle est nécessairement inconnaissable, et donc une vérité ultime est aussi inconnaissable, nécessairement. On Est-ce doit le connaître. est-ce qu'une absence est inconnaissable? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, c'est une absence. Est-ce qu'on peut connaître une absence? Est-ce que, si par exemple, je ne sais pas moi, le chat à la maison fugue, est-ce qu'on peut se rendre compte de son absence? Oui, on peut se rendre compte de son absence, mais est-ce que c'est inconnaissable? Alors, si ce n'était pas inconnaissable, on ne pourrait pas se rendre compte de son D'accord, absence. d'accord. C'est-à-dire que le chat reviendrait au bout de 15 jours et on lui dirait, bah, j'ai même pas remarqué ton absence. D'accord. Et donc, il se fait peut-être vexer, le chat. Sûrement. Non. Ok. Le chat peut-être pas, mais le mari peut-être. J'ai même pas remarqué ton absence. Ok. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une absence, en effet, c'est un objet, oui, c'est l'objet d'une conscience. Et donc c'est-à-dire qu'une vacuité est une absence. C'est la plus libératrice des absences, ouais, et donc elle doit pouvoir être connue. Si elle n'était pas connue, comment est-ce que les Aryas pourraient exister? Comment est-ce que les Bouddhas pourraient exister? Ouais. Ouais. Alors, c'est la conscience qui est différente, la conscience qui connaît qui est différente. Oui. Ah oui, oui, tout à fait, exactement. Ça veut dire que si on entremêle ces deux définitions, on va dire qu'en effet, c'est l'esprit qui est conventionnel
ça veut dire qu'il s'agit de cognition valide, conventionnelle, et surtout, de ce point de vue-là, c'est surtout conceptuel. C'est-à-dire que si on prend cette définition de Shantideva, ça veut dire que la conscience conceptuelle ne peut pas véritablement rendre hommage à la vacuité. Oui. C'est-à-dire que la vacuité, même si elle est réalisée de manière inférentielle, elle va sembler exister de manière inhérente pour cette conscience conceptuelle. Mhm. Ouais. Parce que la vacuité qui est perçue directement, il y a une absence d'apparence dualiste. Il n'y a même pas l'apparence d'existence inhérente. Ouais. Et donc, ouais. C'est pourquoi cette sagesse qui réalise la vacuité directement, on ne peut plus l'appeler l'esprit conventionnel de ce point de vue-là. Donc bien sûr, ça joue aussi dans la tradition Nyingma, parce que dans la tradition Nyingma, on fait une distinction fondamentale entre esprit et sagesse, ou sem et rigpa, ouais, entre l'esprit conventionnel, qui la plupart du temps est conceptuel, enfin, comment dire, dans la description, en tout cas, c'est surtout les concepts qui sont importants, et le rigpa, c'est nécessairement au-delà des concepts. Ouais. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas du tout de concept quand la personne réalise l'ICPA. Ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des concepts. Il peut toujours y avoir l'esprit mêlé à l'ICPA. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Et donc, dans ce cas-là, ce sera le RICPA au rayonnement dynamique, ouais, qui est introduit par le maître. Mais la personne est quand même capable de faire la distinction entre ce qu'est l'ICPA et ce qu'est l'esprit. Sinon, bah, ça ne servira à rien. Ok. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ici, si on parle du point de vue des sutras, en effet, il n'y a qu'une sagesse ultime, il n'y a une cognition valide ultime qui peut rendre hommage parfaitement à la vacuité, parce que la vacuité se montre exactement telle qu'elle est, sans apparence dualiste. Ouais. Et donc, c'est ça que ça veut dire, mais si on le prend au sens littéral au pied de la lettre, en disant bah, la vacuité n'est pas un objet de l'esprit, ça veut dire bah, la vacuité n'est pas connaissable. Oui. Et donc, dans ce cas-là, c'est compliqué parce que si elle n'était pas connaissable, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'elle n'est pas connaissable? Parce que pour dire qu'elle n'est pas connaissable, il faut la connaître. Pour lui dénier sa caractéristique d'être connaissable, bah, il faut savoir ce que c'est que la vacuité. Donc, il faut la connaître. Donc, c'est un raisonnement circulaire, en fait, de dire que la vacuité n'est pas inconnaissable. C'est un petit peu le même principe que si quelqu'un te dit, vous dit, il n'y a pas de cognition valide. La cognition valide n'existe pas. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, c'est circulaire, parce que cette personne, est-ce qu'elle le dit parce qu'elle a une cognition valide, de l'absence de cognition valide? Oui. Et donc, elle est en train de contredire son propre raisonnement, parce qu'elle a une cognition valide, pour dire il n'y a pas de cognition valide. Ouais. Et si elle le dit sans cognition valide, si elle dit bah, il n'y a pas de cognition valide, et comment tu le sais, bah, c'est pas une cognition valide, bah, on peut la contredire. On peut dire bah, c'est pas une cognition valide, comment est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de cognition valide? Donc, dans les deux cas, elle perd. Dans les deux cas, elle perd le pari, cette personne. Ouais. Et donc, là, c'est pareil pour la vacuité. Ouais, si on dit la vacuité n'est pas inconnaissable, bah, comment est-ce que vous le savez? Il faut pouvoir connaître la vacuité pour le dénier, là, comme l'apophatisme chrétien, ou c'est pareil pour dire Dieu est au-delà de la connaissance. Mais comment on le sait s'il échappe à notre connaissance? Comment on sait qu'il existe, qu'il est au-delà de la connaissance? Ouais, c'est intéressant. Ok, très bien. Donc, ces apparences dualistes, là, c'est le point principal de ce passage ici. Ok. Et par rapport à la cognition valide, il y a des choses très intéressantes. C'est juste une petite digression. C'est Albert Moukébert, que vous connaissez peut-être, qui est neuroscientifique et qui a surtout beaucoup débunké les fake news pendant le Covid. Mais ça fait des années et des années qu'il travaille dans les neurosciences et dans la perception et le cerveau. Et c'est passionnant, tout ce qu'il raconte. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être rapprochées de l'épistémologie bouddhiste, mais avec des nuances, bien sûr. Hein. Tout n'est pas exactement la même chose. Mais il y a des choses très intéressantes. Père de Bunker, c'est ça? Il s'appelle Albert Moukébert, Moukheiber. D'accord. Je mettrai dans la vidéo, sous la vidéo, je mettrai un petit lien parce que ce qu'il raconte, c'est extrêmement clair, extrêmement simple et extrêmement profond aussi par rapport au cerveau, par rapport à l'illusion de connaissance. Ça, c'est magnifique. L'illusion de connaissance, c'est distingué pour eux de l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est un miroir dans le noir, et l'illusion de connaissance, c'est un miroir déformant. D'accord. Ouais, ça veut dire connaître de travers ou être persuadé qu'on connaît alors qu'on ne connaît pas.
Mm. Et dans la tradition bouddhiste, on va dire que l'illusion de connaissance, c'est l'ignorance du point de vue mahayaniste. Mm. C'est ça Mm. qui est intéressant. Donc il y a des choses qui sont vraiment très pointues, très précises. Et bien sûr, tout ne se ressemble pas, mais il y a beaucoup de choses intéressantes sur le cerveau, sur la perception, comment le cerveau interprète, comment est-ce qu'on peut rapprocher ça des suppositions correctes, etc. C'est très intéressant, très intéressant. Regarde. Ouais, il est vraiment très bien. Ok. Donc, selon l'interprétation Gelugpa, cela ne veut pas dire que la vacuité n'est objet d'aucune conscience, en effet. Ici, l'esprit veut dire conscience dualiste, ouais. Mhm. Conscience avec dualité. Donc, les apparences dualistes, vous les connaissez par cœur. Vous savez combien il y en a, par exemple. Pardon? Quand on avait... Dans le livre, c'est marqué 3. La vache, il a le livre, lui. Voilà. Alors, bravo, c'est super, il y en a 3. Waouh. Je sais lire, je sais lire. Alors, C'est trois apparences magnifique. dualistes, c'est les trois interdépendances. Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, en effet, non, ce n'est pas les 3 types de dépendance. En effet, les 3 apparences dualistes, nous, on les avait étudiées surtout du point de vue de Chittamatra. Ouais. Je me souviens pas. C'est-à-dire Ouais. parfaitement Ah. établi, l'imaginaire et tout ça. Alors, en effet, c'est associé à la nature imputée ou la nature imaginaire. C'est associé à l'ignorance, etc. Oui, mais C'est-à-dire c'est que... pas les 3 natures. Hein? C'est pas les 3 natures, c'est pas les Ah, c'est pas la trois natures, non, 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 du tout. Alors, c'est Mais quoi? c'est lié aux apparences par rapport aux natures imaginaires, ouais. Ok, donc ça veut dire qu'on a l'apparence dualiste quand on n'est pas en réalisation directe de la vacuité. Parce qu'en fait, on l'avait étudié chez les Chittamatrins quand on avait étudié les écoles philosophiques dans le Basic Programme, parce que la définition des Chittamatrins de la vérité ultime et de la vérité conventionnelle, c'était justement, on avait effleuré le sujet ici avec le livre aussi, ouais, c'est-à-dire que la définition d'une cognition, d'une vérité conventionnelle pour les Chittamatrins, c'est une vérité, c'est un phénomène qui est réalisé par une cognition valide directe au travers des apparences dualistes. Oui. Et la définition de vérité ultime pour les Chittamatrins, c'est un phénomène qui est réalisé par une cognition valide directe en l'absence d'apparences dualistes. Ouais. Et donc, bien sûr, c'est là où on s'était posé la question, mais l'autocognition qui est acceptée par les Chittamatrins, l'autocognition, elle observe de manière non dualiste une conscience. Donc, c'est-à-dire qu'une conscience serait elle aussi une vérité ultime. Ouais, c'est ce qu'on a vu par rapport au Yogacara tout à l'heure. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on observe un phénomène conventionnel, pour les Chittamatrins, il y a en effet la dualité sujet-objet. Oui. Il y a un sujet qui est là, il y a un objet qui est là. L'objet semble exister à l'extérieur de la conscience, alors qu'il n'existe pas à l'extérieur de la conscience pour les Chittamatrins. Il y a l'apparence dualiste d'une vérité conventionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des aspects divers et variés des vérités conventionnelles, alors que la vérité ultime, elle n'est pas diverse, elle n'est pas variée, c'est toujours la même saveur. Et il y a l'apparence dualiste de l'erreur fondamentale. En effet, il y a la dualité sujet-objet, mais il y a aussi plus que cette dualité sujet-objet, il y a l'objet semble exister à l'extérieur de la conscience. Il y a l'apparence dualiste d'entités substantielles différentes de la conscience pour les Chittamatrins. Mais pour les Prasangika, on remplace cette apparence dualiste par l'apparence d'existence inhérente. Inhérente. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit une table, il y a l'apparence dualiste d'une vérité conventionnelle, d'un phénomène conventionnel, donc ça joue. Il y a l'apparence dualiste de sujet-objet, c'est-à-dire que le sujet, la conscience n'est pas une table. Et il y a l'apparence dualiste, la table semble exister de manière inhérente. Ouais. Ces 3 apparences dualistes du point de vue prasangika. Et donc ça c'est très important, ça veut dire que dès l'instant où on n'est pas un Bouddha et qu'on observe nécessairement une vérité conventionnelle, on a ces 3 apparences dualistes. Ouais. Alors, Que... sujet-objet, oui. L'objet existe en dehors de la conscience. Ça c'est pour les Chittamatrins, ouais. Ouais. Oui. Et le Oui. troisième? Et le troisième, c'est un phénomène conventionnel, l'apparence dualiste d'un phénomène conventionnel. C'est-à-dire l'existence inhérente. Ça veut dire en fait, ça veut dire que c'est quelque chose de divers et varié. Ça veut dire que les vérités conventionnelles sont toujours multiples. En fait, elles sont
avec des formes différentes ou avec des caractéristiques différentes, distinctes, etc. Alors qu'une vérité ultime, ça a toujours la même saveur, on pourrait dire, la même, euh, ouais, les mêmes caractéristiques, on pourrait dire. C'est non divers, en fait, la vacuité. D'accord, oui, oui. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, pour les prasangika, on remplace l'apparence d'existence extérieure à la conscience par l'apparence d'existence inhérente. Ouais. D'accord. Très bien. Et donc, ça veut dire que quand il y a une réalisation non conceptuelle de la vacuité, il y a nécessairement l'absence de ces trois apparences dualistes. D'accord. C'est-à-dire que la vacuité, quand elle est réalisée de manière non conceptuelle, il n'y a plus cette distinction du point de vue du sujet entre l'objet et le sujet. Ouais. Cette distinction, ça veut dire qu'il n'y a pas, moi, mon sujet, ma conscience là et la vacuité là, il n'y a plus cette distinction qui est faite du point de vue de l'expérience du yogi. Bien sûr, il n'y a pas d'observation d'une vérité conventionnelle, parce que la La vacuité a la même saveur, ok. exactement, tout à fait. Et l'apparence d'existence inhérente cesse. Ouais. Aussi, ouais, parce que la vacuité se montre exactement telle qu'elle est. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'on peut en effet dire que, du point de vue prasangika, une vérité ultime, c'est ce qui est observé en l'absence d'apparence dualiste. Et les vérités conventionnelles, c'est ce qui est observé en fonction d'apparence dualiste. Mais ça, c'est une description très grossière, parce que pour le Bouddha, par exemple, pour le Bouddha, il n'y a pas l'apparence d'existence inhérente, du point de vue de sa propre perspective, ouais. Parce qu'il a éliminé le voile cognitif, ouais. Donc, il y a pas, quand il observe une table, il y a en effet la distinction sujet-objet. Donc, ça, c'est cette apparence dualiste. Il y a l'apparence dualiste dans le sens où il observe une vérité conventionnelle, mais il n'y a pas l'apparence dualiste d'existence inhérente. Parce qu'il a éliminé le voile cognitif. Il perçoit l'apparence dualiste au travers de l'esprit des êtres qui ne sont pas des Bouddhas, ouais. Oui. Ouais, parce que nous, on a toujours l'apparence dualiste, et donc, comme il connaît notre conscience, il connaît la façon dont on perçoit les choses, et donc il connaît l'apparence dualiste d'existence inhérente au travers de notre esprit, de l'esprit de tous les non-Bouddhas, hein, qui sont en train d'observer des vérités conventionnelles. Mais selon sa propre perspective, il n'y a plus l'apparence d'existence inhérente, puisqu'il s'est totalement débarrassé des empreintes de l'ignorance. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on peut faire cette distinction. On peut dire que les deux vérités sont définies comme étant d'un côté ce qui est observé par une cognition valide conventionnelle est une vérité conventionnelle. Ce qui est observé par une cognition valide ultime est une vérité ultime. Et on peut dire aussi ce qui est observé en l'absence d'apparence dualiste, c'est la vérité ultime. Et ce qui est observé au travers des apparences dualistes, c'est une vérité conventionnelle. Ouais. D'accord. Donc ça correspond plus à la définition de Shantideva quand il dit l'esprit et ce qui est au-delà de l'esprit. L'esprit, ça va être associé aux apparences dualistes. Très bien. Bravo, bravo, c'est magnifique. Ok. Très bien. Ici, esprit veut dire conscience dualiste. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Conscience avec dualité, avec apparence dualiste. Donc, la vacuité n'est pas l'objet de la conscience avec dualité. C'est-à-dire que n'est pas l'objet direct, on pourrait dire, l'objet apparent. Ouais, n'est pas l'objet apparent d'un esprit dualiste. C'est-à-dire que quand on a un esprit dualiste et qu'on observe la vacuité, l'objet apparent, ça va certainement pas être la vacuité, ça va être la généralité de sens de la vacuité. D'accord. Très bien. Alors qu'en réalisation non conceptuelle, il ne peut pas y avoir de généralité de sens. C'est pas possible puisque c'est un concept. Ouais. Donc en réalisation non conceptuelle de la vacuité, l'objet apparent, ça va être la vacuité. Ouais. Très bien. Lorsqu'on parle de la perception, la vacuité n'est perçue que par la perception non dualiste, ouais, sans dualité, qui est la perception qui se produit par la méditation et dans laquelle la vacuité est perçue directement. Ouais. Ça, c'était la définition d'une perception yogique directe. C'est ça. On avait vu qui était. Alors, la définition. Attends. C'est une cognition non conceptuelle. Ouais, il y a cet aspect méditatif là. La vacuité n'est perçue que par sans dualité, par la méditation. Ouais, il y a cette notion de méditation. Ouais. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, une perception visuelle d'une table, on a la table qui est l'objet, la condition objectale, vous êtes d'accord? Vous avez la condition antécédente qui est un moment de conscience immédiatement antérieur,
et vous avez la condition dominante, ouais, qu'on appelait la condition souveraine à l'époque. Oui, la Ouais. faculté visuelle. Oui. Exactement, qui est la faculté visuelle, tout à fait. Donc ça, c'est pour les consciences sensorielles, on a une faculté physique. Ouais. Pour la conscience mentale, la perception mentale directe, la faculté est mentale. Et pour les réalisations yogiques directes, la faculté, c'est quoi? L'absorption méditative. Oui, L'association de, oui. exactement, c'est tout à fait ça. C'est le samadhi, ouais, qui est l'union de shamatha et de vipassana. Shamatha, Exactement. c'est ça, oui. Très bien, bravo, waouh, c'est super. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand il dit qu'il se produit par la méditation, donc ça veut dire que la personne doit cultiver d'abord shamatha, donc la focalisation en un point, avec les caractéristiques de shamatha. Ça veut dire que c'est pas uniquement la focalisation toute seule, voilà, parce que dans certains contextes, dans certains cercles bouddhistes, les gens disent bah tiens, on va pratiquer shiné le mardi soir ou je sais pas, le vendredi soir, on pratique shiné. En pratique shiné en tibétain, c'est shamatha, ouais. Donc, pratique shamatha. Donc, c'est juste une licence poétique pour dire qu'on pratique la focalisation en un point qui va mener vers shiné, vers shamatha, ouais. Ouais. Et c'est pareil quand il y a des cursus d'études dans des centres bouddhistes où on dit bah, on va étudier l'actong, on va pratiquer l'actong, là, c'est pareil, c'est une licence poétique. On étudie la vacuité à travers l'analyse et qui servira un jour pour développer Vipassana. Mais ce n'est pas encore Vipassana, puisque Vipassana, dans la définition même, c'est analyse qui fait surgir à nouveau la félicité et la flexibilité sur la base de shamatha. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que sans shamatha, si la personne n'a pas obtenu shamatha d'abord, il est impossible d'obtenir Vipassana. C'est impossible. En tout cas, dans la tradition mahayaniste, peut-être que dans la tradition pali, il est possible que les gens pratiquent vipassana sans avoir obtenu samatha. Pourquoi pas? Mais dans la tradition mahayaniste, c'est impossible. Ouais. Ok. Et donc, quand on obtient vipassana, on a nécessairement l'union des deux, parce qu'on a de toute façon obtenu shamatha d'abord. Donc, quand on obtient vipassana, on a l'union de shamatha et de vipassana. C'est ce samadhi-là, en dépendance duquel la vacuité peut être réalisée directement. Oui. Elle ne l'est pas nécessairement tout de suite. Ça veut dire que quand la personne a obtenu Vipassana et Shamatha, cette personne est sur la voie de préparation. Ouais. Donc sur la voie de préparation, il y a encore la généralité de sens de la vacuité. Donc il faut que cette personne, ce yogi, médite encore, encore et encore jusqu'à ce que la généralité de sens disparaisse. Et c'est là où il y aura cette réalisation non conceptuelle de la vacuité. Très bien. Ok, donc ça veut dire qu'avant d'avoir cette réalisation non conceptuelle de la vacuité, pour les prasangika, le yogi était sur la voie de préparation et avait une réalisation directe de la vacuité, mais qui était conceptuelle. Ouais, parce que pour les prasangika, il est possible d'avoir des réalisations directes qui sont conceptuelles. Ouais. Oui. Ok, très bien. Oui. Bravo, bravo. Très bien, donc à ce moment-là, quand il y a la réalisation non conceptuelle de la vacuité, il n'y a plus dualité. Il y a fusion du point de vue subjectif, du point de vue du méditant, du sujet et de l'objet. Il n'y a plus de dualité. Les autres objets n'ont pas besoin d'être appréhendés par une conscience sans dualité, et la perception qui les perçoit avec dualité. Ouais, ça veut dire tout ce qui est une vacuité d'existence inhérente, quand elle est réalisée de manière non conceptuelle, il n'y a plus cette apparence dualiste sujet-objet. Donc ça veut dire que du point de vue subjectif, la personne n'est pas capable de dire bah, il y a ma conscience d'un côté et il y a la claire lumière de l'autre. Il y a la claire lumière sujet, la claire lumière objet. Cette personne n'est pas capable de faire la distinction. C'est comme de l'eau claire versée dans de l'eau claire. C'est à l'issue de cette absorption méditative où c'est pour une autre personne qui serait, pourquoi pas, clairvoyante, à la rigueur, percevrait la conscience de la personne et la vacuité de manière à ce que ce soit une même entité, comme de la claire lumière, comme de l'eau claire versée dans de l'eau claire, ou de la claire lumière versée dans de la claire lumière. Et pour que cette personne puisse voir cela, ça peut être qu'un Bouddha, en fait. C'est qu'un Bouddha qui peut percevoir les deux vérités en même temps. Ok, je suis en train de partir dans tous les sens, désolé. Ok. Très bien. Donc c'est à l'issue de cette absorption méditative que le yogi peut dire ah oui, en effet, j'étais en train de réaliser la vacuité directement, de manière non conceptuelle. Mais au moment où il est en train d'observer la vacuité de manière non conceptuelle, il n'est pas capable de le dire. Ouais. Non. Parce que les deux sont mêlés de manière indissociable.
Très bien. Et donc, comme disait Bernard, il y a trois apparences dualistes. C'est ça, oui. Je le savais, effectivement. Juste après, dualité, en général, a trois sens. Ouais. Dualité veut dire deux ou plusieurs. Ouais. S'il y a deux, il y a plusieurs. Ok. Oui, s'il y a deux, il n'y a nécessairement pas un. Oui, c'est ça. C'est divers. C'est divers, exactement, c'est ça qu'il est en train de dire. Parce que plusieurs, en sanskrit, c'est le pluriel. Et le pluriel, c'est plus que deux. Ouais. Parce qu'en sanskrit, il y a singulier, duel et pluriel. Ouais. Ah, Là, quand on dit plusieurs, en général, en philosophie, ça veut dire plus de deux. Parce que sinon, on dirait duel. Ok. oui, c'est comme le second et le deuxième. C'est la différence qu'on fait entre le second et le deuxième. Ça fait le second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième, c'est ça? C'est-à-dire qu'il n'y en a que deux. Voilà. Il n'y en a que deux, voilà, exactement. Tout à fait. Et quand on dit le deuxième, ça veut dire qu'il peut y avoir trois, quatre, etc. Tout à fait. Tout à fait ça. Très bien. Et donc, ces dualités, c'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a des commentaires chinois du Vimalakirti et Desha Sutra. C'est un sutra du second cycle qui parle de la vacuité et qui essaye de parler de la vacuité. Et il y a un commentaire, je ne sais plus de quel maître chinois, qui s'appelle Pratique de la non-dualité, quelque chose comme ça. Et donc, forcément, on a tendance à se dire, la dualité, c'est quelque chose à abandonner, c'est un objet d'abandon. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'unité, il faut nécessairement abandonner la dualité. La dualité n'est opérée que par les concepts, par exemple. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des dualités, des apparences dualistes qui sont des objets d'abandon. Pour les Mahāyānistes, ça veut dire l'apparence d'existence inhérente, c'est un objet d'abandon pour un Mahāyāniste, pour un Bodhisattva. Mais l'apparence dualiste, sujet-objet ou vérité conventionnelle ne sont pas des objets d'abandon, puisque sinon les Bouddhas ne pourraient pas percevoir la diversité des objets. Mhm. Certains, par exemple, comme Dolpopa, vont dire le Bouddha perçoit la dualité de sujet-objet ou des vérités conventionnelles au travers de l'esprit des non-Bouddhas. Oui. Mais selon sa propre perspective, il n'y a plus la dualité sujet-objet, dualité vérité conventionnelle, puisqu'il est dans l'ultime absolu, d'une certaine manière. Il a abandonné toute la dualité. Ouais. Donc ça, c'est le point de vue d'Olpopa ou d'autres maîtres, etc. C'est intéressant, mais ça voudrait dire que, imaginons que tous les êtres soient éveillés, dans ce cas-là, plus personne ne percevrait de dualité. C'est-à-dire que l'état cesserait d'exister, la dualité, une conscience et une autre conscience ne serait plus perçue, etc. Donc ça pose question. Mhm. Ça pose question. Mais ça mérite d'exister dans les traditions indo-tibétaines, en tout cas. Ok, très bien. Donc dualité en général peut se référer au conventionnel. Il ne s'agit pas de la dualité dont on parle ici, c'est-à-dire l'apparence d'existence inhérente. Mais en général, dualité peut se référer au conventionnel. Et on parle de conventionnel comme dualité parce que le conventionnel existe de façon diverse, exactement. C'est ça. Il y a des grands micros, des petits micros, des micros noirs, etc. Donc, la vérité conventionnelle est ce qui existe de façon diverse. C'est Mhm. pour ça qu'elle peut être appelée dualité. La vacuité, elle, n'est pas dualité parce qu'elle est toujours la même. Elle est similaire, elle est toujours non diverse, on pourrait dire. N'importe quelle vacuité est similaire à une autre vacuité. Il n'y a pas de grande vacuité, de petite vacuité, etc. Toutes les vacuités sont simplement la simple absence d'existence réelle. Et il Ouais. n'y a pas de différence dans le sens de grand, petit, etc. Ouais. C'est là où, en philosophie, par exemple, chez les Sautrantika, quand on a le chapitre sur la causalité, sur les causes et les effets, dans Dura, par exemple, à la fin du chapitre, il y a ces distinctions entre un et différent, entre une même entité substantielle et des entités substantielles différentes, un même type d'isolat et des types d'isolats différents. Et donc, le même type d'isolat, c'est là où on peut parler des vacuités, par exemple. Chez les Sautrantika, ils parlent des différents types de non-soi. Par exemple, le non-soi d'une table et le non-soi d'une tasse sont des types d'isolats similaires. Mhm. Ouais. C'est un même type d'isolat. Pourquoi? Parce que c'est un isolat qui renvoie à une négation, le non-soi, et cette négation est la même, c'est-à-dire l'absence de soi autosuffisant et substantiel, etc. etc. Ouais. Oui.
Et donc, ça veut dire qu'ils vont parler d'un même type d'isolat. Ouais. Doparictique, c'est le même type d'isolat. Et donc, ça peut être des types d'isolats, des phénomènes impermanents. Par exemple, une conscience conceptuelle de quelqu'un et la conscience conceptuelle de quelqu'un d'autre, ou la même conscience conceptuelle de quelqu'un le matin et le soir, etc. C'est un même type d'isolat par rapport à un phénomène impermanent qui est une conscience. Ouais. Là, c'est par rapport à un phénomène permanent qui est le non-soi, et pour les Prasangika, la vacuité. C'est le même type d'isolat. Mais on ne peut pas dire vraiment que ce soit la même vacuité, vous êtes d'accord? Parce que la vacuité d'une table n'est pas la vacuité d'une tasse. Oui, oui. Ouais, parce que forcément, la vacuité d'une tasse, elle va disparaître quand la tasse va disparaître, alors que la vacuité de la table, elle va continuer quand la table va continuer. Donc, Oui. ce n'est pas la même vacuité, mais c'est le même type d'isolat. D'accord. Très bien. C'est là où il dit qu'elle est similaire. N'importe quelle vacuité est similaire à une autre vacuité. C'est le même type d'isolat. Il n'y a pas de grande vacuité, de petite vacuité. Toutes les vacuités sont simplement la simple absence d'existence réelle. Il n'y a pas de différence dans le sens de grand, petit, etc. Il n'y a pas de signe différent dans les vacuités. Donc ça veut dire de caractère différent. Alors qu'il n'y a pas une vacuité rose, une vacuité bleue, etc. Ok. Ce qui différencie les vacuités, c'est seulement la base sur laquelle elles existent. Ouais. Vacuité de la tasse, vacuité de la table. La vacuité elle-même, en sa nature, n'a pas de marque de différence. Donc, la vacuité, c'est ce qui est non-duel, parce qu'il n'y a pas de diversité. Cela ne veut pas dire que toutes les vacuités sont une seule vacuité, ouais, comme on vient de le dire. Oui. Mais que la seule différence qui est liée dans la vacuité, c'est la base de la vacuité, exactement. Première interprétation de la dualité, dualité égale conventionnelle, vérité conventionnelle. Ça, c'est le premier sens des trois types d'apparence dualistes. Ouais. Ça veut dire conventionnel, ça veut dire divers, en fait. Ouais. Oui. Les phénomènes conventionnels sont divers et variés. La seconde interprétation de la dualité, c'est la deuxième interprétation de la dualité, c'est la dualité de l'objet à réfuter, c'est-à-dire la dualité de l'existence réelle. Donc on va dire surtout la dualité d'apparence d'existence réelle, ouais, parce que l'existence réelle n'existe pas, ouais, donc ça ne peut pas être une dualité. Ouais. Une apparence dualiste doit exister, alors que l'existence réelle ou l'existence inhérente n'existe pas. Donc c'est l'apparence d'existence. Ouais. Qu'est-ce que la dualité? Un objet est dit exister en dualité lorsqu'il existe de façon réelle. Ouais. Sauf qu'il n'existe pas de manière réelle. Lorsqu'il apparaît comme existant. Voilà, c'est ça. Lorsqu'il apparaît comme existant de façon réelle. Exactement. Il semble exister de manière réelle. C'est ça qu'il faut voir. Il apparaît comme existant avec dualité. C'est le sens de dualité. Dualité égale objet à réfuter. Existence réelle. Et dans ce cas-là, on parlera de la dualité comme étant l'existence réelle et l'apparence dualiste qui, elle, existe. Ok. On pourrait dire ça. Ok. La troisième interprétation, c'est la dualité du sujet et de l'objet, sujet et objet qui apparaissent comme séparés. Comme lorsque je vois ce micro, il y a dualité entre le sujet et l'objet. Ouais. Donc ça existe. Ça existe. Ça veut dire qu'on ne devient pas un micro quand on observe un micro. Ouais. On n'est nécessairement pas un micro. Et donc quand on observe un micro, il y a nécessairement cette distinction, cette séparation entre objet et sujet. Ça, c'est tout à fait. Et la première aussi est tout à fait normale. Vérité conventionnelle, c'est-à-dire qu'un coussin n'est pas une table, qui n'est pas une tasse, qui n'est pas un ordinateur, qui n'est pas une personne. Donc il y a cette diversité des phénomènes conventionnels. Ça joue aussi, ça existe. Et l'apparence dualiste existe aussi. Mais cette apparence dualiste, c'est un problème. Les deux autres apparences dualistes ne sont pas des problèmes, parce que c'est conforme à la réalité. Ouais. Et cette apparence dualiste d'existence inhérente, les phénomènes semblent exister de manière inhérente, ça c'est un problème pour les prasangika, pour les bodhisattvas prasangika. Ouais. Ok. C'est pas un problème pour ceux qui veulent entrer sur le véhicule fondamental. Pour eux, l'apparence dualiste d'existence inhérente, pour eux, c'est pas un problème, puisqu'ils veulent pas s'en débarrasser. Eux, ils veulent se débarrasser de la saisie d'existence inhérente, la saisie, pas l'apparence. Ouais. Ok. Très bien, donc ça c'est intéressant, ces différents types d'apparences dualistes, de voir que une d'entre elles est un objet d'abandon pour certains pratiquants, pour les bodhisattvas, mais n'est pas un objet d'abandon pour les non-bodhisattvas, on va dire. Et les deux autres apparences dualistes, vérité conventionnelle et quoi déjà et sujet-objet, ne sont pas des objets d'abandon. Ouais.
Parce qu'un objet, c'est ce qui pose un problème, ce qui cause un obstacle. Ouais. Alors que le fait qu'un coussin soit rond et un tapis soit carré, bah, ça cause pas un obstacle sur la voie. C'est juste une réalité conventionnelle. Donc la perception qui perçoit la vacuité, puisque c'est une perception directe, la perçoit de façon directe, c'est-à-dire non conceptuelle, ouais, sans aucune de ces trois dualités. Ouais. Donc une réalisation non conceptuelle de la vacuité est nécessairement à l'absence de ces trois dualités. C'est pour ça que le général Geshe Jensen, quand on avait étudié les écoles philosophiques, avait dit que cette définition des deux vérités selon le Chittamatra, ben, ça peut fonctionner aussi dans les autres écoles. Et c'est ce que dit aussi Guy Newland. Ouais. Ok. Donc, en effet, oui, tout à fait. L'objet qui apparaît à la perception directe de la vacuité est la vacuité. Donc, il n'y a pas d'objet conventionnel qui apparaisse à cette perception. Pour les non-bouddhas, bien sûr. On se place là au niveau des êtres et non du Bouddha, évidemment. Au niveau des êtres, il n'y a pas d'objet conventionnel qui apparaisse à la perception de la vacuité. Il n'y a que la vacuité. Ouais, c'est une partie du voile cognitif. Ça veut dire qu'il y a cette distinction irrémédiable entre vérité ultime et vérité conventionnelle. Et pour les non-bouddhas, c'est cette alternance entre les deux types de perception directe, de la vacuité ou des vérités conventionnelles, qui constitue un aspect du voile cognitif. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'un Bouddha, lui, n'a plus cette alternance entre les deux vérités, il perçoit les deux vérités en même temps. C'est-à-dire qu'il n'a plus cet aspect du voile cognitif. Ouais. Donc il y a un aspect du voile cognitif qui est l'apparence de l'existence inhérente, et il y a cet autre aspect qui est les deux vérités ne peuvent pas être observées directement en même temps. En même Ouais. temps. Exactement. Donc c'est pourquoi ici, il dit, on ne parle pas des Bouddhas ici, hein, on parle des Aryas qui ne sont pas des Bouddhas. Donc au niveau des êtres, il n'y a pas d'objets conventionnels qui apparaissent à la perception de la vacuité. Ouais, au niveau des êtres conscients qui ne sont pas des Bouddhas. La vacuité n'apparaît pas comme existant réellement, elle n'existe pas réellement, et en plus il n'y a pas, et en plus il y a fusion subjective du sujet et de l'objet. Oui. Fusion subjective car le méditant n'a plus l'impression qu'il y a son esprit et la vacuité. Du point de vue de son expérience subjective, son esprit et la vacuité ne font qu'un. Et également, tous les autres phénomènes ont disparu. Ouais, ça c'est intéressant, ce contexte subjectif, ce contexte épistémologique, comment est-ce qu'on perçoit les choses, qui ne correspondent pas nécessairement au contexte ontologique, ouais, la façon dont les choses existent. C'est-à-dire que la façon dont les choses nous apparaissent et la façon dont les choses existent, c'est différent. C'est-à-dire que en effet, pour un arya qui réalise non conceptuellement la vacuité, il n'y a pas cette distinction sujet-objet. Mais cette distinction, pourquoi? Parce que c'est une même entité. C'est-à-dire que la réalisation directe de la vacuité n'a pas la capacité de distinguer le sujet, parce que le sujet, c'est une vérité conventionnelle. Et donc, la réalisation non conceptuelle de la vacuité ne réalise que la vacuité. Et donc, les phénomènes conventionnels ne sont pas appréhendés. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas appréhendés. Oui. Ouais. Donc, c'est là où on a cette distinction fondamentale quand on étudie Tariq, la logique, où il y a les raisons valides de non-observation. Ouais. Raisons valides de non-observation de ce qui apparaît et les raisons valides de non-observation de ce qui est susceptible d'apparaître et les raisons valides de non-observation de ce qui n'apparaît pas. Ouais. Ça, c'est très important. C'est là où on fait cette distinction. Et bien sûr, c'est emporté dans le prasangika, dans ce contexte précis. C'est-à-dire qu'un arya qui réalise directement la vacuité, il ne perçoit pas les vérités conventionnelles. Est-ce qu'elles savent exister pour autant? Non. Il ne perçoit pas. C'est-à-dire qu'elle n'entre pas dans son champ d'expérience. Mais le fait pour un phénomène de ne pas entrer dans le champ d'expérience ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est pas, c'est ça. Là, en ce moment, bah, chez nous, il pleut, il fait gris et tout, donc on ne voit pas le soleil. Est-ce qu'il a cessé d'exister pour autant? Non. C'est juste qu'il n'apparaît pas en l'état. Très bien. Et il y a les raisons valides de non-observation de ce qui est susceptible d'apparaître. Si ça existe, ça doit nécessairement apparaître. C'est-à-dire que si l'existence véritable existait, eh bien, elle devrait nécessairement être observée à l'issue d'une analyse ultime. Et qu'est-ce qu'on observe? Son absence totale. On observe la vacuité d'existence inhérente. C'est-à-dire que l'existence inhérente ne peut pas exister. Parce que si elle existait, elle devrait être observée. Comme un éléphant dans la pièce. S'il y avait un éléphant dans la pièce, on devrait l'observer. Si on ne l'observe pas, ça veut dire qu'il n'existe pas dans la pièce. C'est là où on a ces deux types de raisons valides de non-observation qui sont fondamentales ici dans le Madhyamaka, dans le Prasangika en particulier.
Donc, tu peux répéter les deux raisons valides, celle qui est des choses qui sont susceptibles d'apparaître, ok, et l'autre Les raisons valides de non-observation de ce qui n'apparaît pas. de ce qui n'apparaît pas. D'accord. Exactement. Tout à fait. C'est un petit peu, on pourrait prendre, par exemple, si on prend je sais pas moi, imaginons le virus du Covid sur la table. Sur ma table, imaginons qu'il y ait le virus du Covid. Comment est-ce que moi je peux le savoir? Ça veut dire que je ne le perçois pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là? Non, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que je n'ai pas tout simplement la possibilité de déterminer son absence ou sa présence. Ouais. Donc ça, c'est quoi? C'est pas ce qui est susceptible d'apparaître, ça. Et là, c'est de ce qui n'apparaît pas. Qui n'apparaît pas. Ça ne m'apparaît pas en l'état. C'est-à-dire qu'avec mes yeux, tout simplement, je n'ai pas la capacité de le voir. C'est un phénomène hypersensoriel. Ouais. Maintenant, si je prends un microscope et que j'observe et que je vois l'absence du virus, eh ben, je vais dire tout simplement, il n'est pas sur cette partie de la table. Parce que s'il était là, je devrais pouvoir l'observer. Donc là, ce serait une raison valide de non-observation de ce qui est susceptible d'apparaître. Si c'est présent et que j'ai les capacités de le percevoir, ne pas le percevoir implique nécessairement son absence. C'est ça. Ouais. Oui. C'est vraiment fondamental. Donc ça veut dire que pour un yogi qui réalise directement la vacuité, les vérités conventionnelles n'apparaissent pas. Ça veut tout simplement dire qu'elles n'entrent pas dans son champ de perception. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut dire tout simplement qu'il ne les perçoit pas. Ouais. Donc c'est pareil pour son sujet. Ce sujet et objet, dans ce cas-là, le sujet, il est conventionnel. Et comme il réalise que la vacuité, c'est la vérité ultime, il n'y a aucun phénomène conventionnel qui apparaît. C'est pourquoi son sujet lui-même n'apparaît pas. Oui. C'est pourquoi il dit, il n'y a que la vacuité. Enfin, s'il pouvait parler à ce moment-là, on l'interrogerait, on ferait une interview, on dirait, qu'est-ce que tu perçois en ce moment? La vacuité. Bien sûr qu'il ne pourrait pas entendre notre question, parce que notre question était une vérité conventionnelle. Mais imaginons que ce serait possible et qu'on puisse sonder l'expérience d'un arya en réalisation directe. Il ne perçoit que la vacuité parce qu'il a ce voile cognitif qui l'empêche de percevoir les deux vérités en même temps. Donc, son sujet est conventionnel. Tu y vas? Ouais. J'arrive. Oh la vache. Okay. Désolée. Non, c'est pas grave. Oui, ça c'est important. Hein. Franchement, ça c'est un truc, oui, c'est Très important. ce qui n'apparaît pas et ce qui est susceptible d'apparaître. Oui. C'est vraiment fondamental parce que souvent on mélange un peu les choses. On se dit, par exemple, on dit, je ne crois que ce que je vois, par exemple. Ouais. Il y a énormément de choses qui échappent à notre vision. Il y a des choses qui sont susceptibles d'apparaître, c'est ça. Hein. Exactement, tout à fait. Ça veut dire que c'est pourquoi on est capable de faire des enquêtes et de déterminer qui a fait quoi, etc. Par exemple, il est possible de relaxer quelqu'un en disant cette personne est innocente. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves. Si cette personne était là à ce moment-là, il y aurait son ADN. S'il n'y a pas son ADN, il y a des chances que cette personne n'ait pas été là. Imaginons qu'elle ne porte pas de gants, je ne sais pas, dans certaines enquêtes. Et dans notre enquête philosophique, c'est pareil. Ça veut dire que si l'existence inhérente existait, parce qu'elle semble exister, les phénomènes semblent exister de manière inhérente, si on fait une enquête, si ça existait, plus on va se rapprocher de l'objet, plus ça va être appréhendé. Ouais. C'est pour ça qu'Ariana Nagarjuna a dit, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? C'est exactement cette raison valide de non-observation de ce qui est susceptible d'apparaître. S'il y avait vraiment de l'eau en lieu et place du mirage, plus on va se rapprocher, plus on aurait la capacité de déterminer, c'est de l'eau. Et si on dit il n'y a pas d'eau, ce n'est pas une flaque d'eau, c'est là où on se rend compte de l'absence de la flaque d'eau et on se dit c'était un mirage. Ça, c'est la raison valide de non-observation de ce qui est susceptible d'apparaître. Si ça existait, ça devrait être observé nécessairement. Ouais, ça, c'est magnifique. Oui, non, mais ça, c'est très important, en fait. Hein. Oui, ça, c'est important. Tout à fait. Parce que, justement, ces négations, c'est là où on voit, je crois que c'est au début de Tibetan Logic, où Catherine Rogers, elle dit que ces différents types de raisons valides, de nature, d'effet, de non-observation, peuvent tout prouver. C'est-à-dire que tout ce qui existe est soit un phénomène affirmatif, soit un phénomène négatif, soit une négation.
Ouais, et donc, pour les négations, il y a les raisons valides de non-observation. Et pour les phénomènes affirmatifs, soit il y a une relation causale, soit une relation de même essence. Donc, c'est pourquoi on a les raisons valides d'effet et la raison valide de nature. Ah, la vache. C'est magnifique, ça, non? J'y suis pas trop là. Ah, ok. C'est-à-dire que si on parle des existants, il y a les phénomènes qui sont des négations et les phénomènes qui sont des phénomènes positifs. Ouais, Dans les existants, oui, c'est-à-dire l'absence de quelque chose. exactement. C'est-à-dire que l'absence de quelque chose, c'est une négation. Ouais. La Mais vacuité est une négation, l'absence d'éléphant dans la pièce est une négation, etc. Ouais. les choses Ou, existantes. exactement. Donc là, ce sont les négations non affirmatives. Ouais. Mm. Ok. Et parmi les existants, il y a aussi des phénomènes affirmatifs ou des phénomènes positifs, ouais, Oui, oui, qui peuvent être aussi des négations, mais des négations affirmatives dans ce cas-là. Ouais. oui, d'accord. Et donc, pour ces phénomènes affirmatifs, ces phénomènes positifs, certains, s'ils sont liés, ils sont liés soit de manière causale, soit, Soit soit par la même essence. oui. Exactement. Et donc, pour les... C'est pas vrai, Bernard Loin, là, aujourd'hui, tu as décidé de faire de l'orchestre. Et donc, pour ceux qui sont liés causalement, il y a les raisons valides d'effet. Et pour ceux qui sont liés par la même essence, il y a les raisons valides de nature. D'accord. Et les raisons valides de non-observation, c'est pour les négations non affirmatives. Et donc, c'est là, grâce à ces trois types de raisons valides, qui sont subdivisées, bien sûr, mais ces trois types de raisons valides générales, on peut tout prouver. Ce qui est une négation et ce qui est une affirmation. Dans quoi on trouve ça, là, pour les... C'est dans Tariq, dans la logique, ouais. C'est On ce l'a- qu'on a vu dans la saison 2 des débats, la session 13. Ouais. Je crois que vous l'avez, je vous avais envoyé le PDF. Donc, c'est vraiment à la toute fin. D'accord. Ça, on ne l'a pas étudié, hein. On l'a étudié très rapidement à la fin des débats de la saison du printemps. Ouais, quand on a fait ces 13 sessions de janvier Avec... à avril-mai, quelque chose comme ça, Mais je on veux a dire, vu la toute dernière session qui était sur la logique. Session 12 aussi, on avait parlé un petit peu de la logique, mais ces raisons valides de nature, d'effet et de non-observation, on les a vues qu'à la fin de la session 13. Ouais. d'accord, oui. Très bien, je te renverrai le Hein, truc si tu veux. je les ai, hein, les trucs. Ah, tu les as, ok. Ouais. Avec des faits de nature et de non-observation. Ouais. Et mais sinon, il y a pas de bouquin en français où on peut trouver ça, quoi. En français, non. Ça, parce qu'on n'a pas étudié en cours, ça. Je veux dire, en cours, ça n'a pas été fait. Ça a été fait, Exactement. mais pas en cours. Ouais, on n'a pas étudié en cours, exactement. Ouais, tout à fait. Donc là, peut-être que ce sera étudié quand on va faire les débats au mois de janvier. Il est possible que Gann Lossel en parle, mais c'est pas certain. Donc c'est vrai que lui, il avait donné bien sûr des cours sur la logique, sur les cours du soir. Quand il a donné pendant le Basic Programme, on avait des cours du soir avec lui, mais c'était qu'en anglais, il n'y avait pas de traduction française. Et donc il en a parlé puisqu'il il a lui-même traduit un texte sur Tariq, sur la logique du Kung Loseling. Et donc forcément, il a donné des cours là-dessus, et ça c'est vraiment passionnant. Et sinon, c'est dans Tibetan Logic, qui est la version anglaise du Tariq de Yongzin, Yongzin Purbuchok. Ouais. Ouais. Très bien, eh ben, c'est magnifique, bravo, bravo. Donc on reprendra tout ça normalement. Je ne sais pas si la semaine prochaine il y a, je suis pas sûr. On va regarder ça. Si, je crois, attends. Ouais, Oui, puisque nous, on n'y sera pas, c'est vendredi 2. ok. Si, on y sera le Voilà, matin. On y sera le matin, on n'y sera pas le ok. soir. Oui. D'accord. Donc en effet, c'est la semaine prochaine, vendredi 2 pour les deux vérités. Les débats, ce sera le soir et après le 16. Et ce sera la dernière session de cette saison. Bravo, 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 magnifique. C'était encore un plaisir d'échanger avec vous. Et donc à la semaine prochaine alors. Allez, Merci. Ciao, salut. bonne journée. Bonne journée à toi. Merci. Oui.